Une jeune fille de 15 ans a disparu de sa chambre dans des circonstances mystérieuses. La police, le FBI et des centaines de bénévoles se sont mis à sa recherche. En se plongeant dans l'affaire, les détectives ont découvert de nombreux faits étranges et ont finalement résolu cette affaire troublante. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce qui est arrivé à Riley Crossman et pourquoi le public a été scandalisé lorsqu'il a appris l'amère vérité. Riley Crossman est né le 22 décembre 2003 dans la petite ville américaine de Martinsburg, en Virginie-Occidentale. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle était jeune, et la jeune fille a déménagé avec sa mère et sa jeune sœur à Berkeley Springs, une ville située à 40 km de Martinsburg. Au bout d'un certain temps, sa mère a commencé à fréquenter un autre homme, et elles ont eu 2 autres enfants. Cependant, Riley a gardé une relation étroite avec son père et lui rendait régulièrement visite. La jeune fille a fréquenté le lycée de Berkeley Springs et a pris des cours de danse et de chant. Elle avait également un petit ami, Eden Lacey. Selon ses parents, la relation entre eux était excellente et Riley était heureuse. Elle et son petit ami avaient même un compte Instagram commun où ils postaient des photos ensemble. Sa mère, Chantal Oakley, avait 2 emplois. Le 7 mai 2019, elle est partie plus tôt de son poste du matin parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a envoyé un texto à Riley pour lui dire qu'elle allait faire la grasse matinée avant son quart de travail du soir et lui a demandé de la réveiller lorsque la jeune fille reviendrait de l'école. Riley est rentrée à la maison vers 15h30, a réveillé sa mère et est allée dans sa chambre. La mère de la colocataire de Chantal était également à la maison avec elle ce jour-là, remplaçant de fait sa grand-mère et s'occupant des plus jeunes enfants. Chantal est rentrée du travail vers 22h. En passant devant la chambre de sa fille, elle a vu que la porte était fermée, mais que la lumière était allumée derrière elle. Sa mère a pensé que Riley se préparait à aller au lit et s'est couchée elle-même presque immédiatement. Elle ne se sentait pas encore très bien et voulait passer une bonne nuit de sommeil avant son service du matin. Le lendemain, vers 7h15, Chantal a jeté un coup d'œil dans la chambre de sa fille avant de partir au travail, mais Riley n'y était pas. Elle n'y a rien vu de suspect. L'école commençait à 7h45, et la fille aurait pu y aller déjà. L'école de Riley n'était qu'à quelques minutes à pied, elle s'y est donc rendue par ses propres moyens. Vers la moitié de la journée, sa mère a reçu un appel de l'école disant que Riley avait manqué quelques cours. Cela a légèrement inquiété Chantal, mais elle n'y a pas vu d'inconvénient majeur. Sa fille aurait pu simplement sécher quelques cours et sortir avec des amis. Vers 15h30, la grand-mère de Riley commence à s'inquiéter. La fille aurait déjà dû être à la maison, mais je ne l'étais toujours pas. Elle a alors contacté Chantal, et sa mère se doutait déjà que quelque chose n'allait pas. Riley l'appelait toujours ou lui envoyait des SMS pour qu'elle prenne des congés, qu'elle sorte avec ses amis après l'école, mais ce jour-là, elle n'a pas reçu un seul message de sa fille. Sa mère lui avait envoyé plusieurs messages qui n'étaient pas arrivés à destination. Elle a ensuite essayé de l'appeler, mais à chaque fois, elle est tombée sur la boîte vocale. Cela indiquait que le téléphone de Riley était mort ou qu'il avait été éteint pour une raison quelconque. Chantal a également appelé le père de Riley, dans l'espoir que la jeune fille soit allée chez lui. Mais lui non plus n'a pas contacté sa fille ce jour-là. La mère a demandé à sa grand-mère de se rendre à l'école pour y chercher Riley. La grand-mère s'y est rendue, mais n'a pas réussi à localiser la jeune fille. Aucun des enseignants ne savait non plus où elle pouvait se trouver. Vers 17h, Chantal a décidé de prendre un jour de congé et s'est rendue à l'école, mais elle n'a pas trouvé sa fille non plus. Elle aperçoit son petit ami sur le parking et lui demande s'il a vu Riley, mais Eden lui répond qu'il a passé la journée en voyage à l'extérieur de la ville et qu'il ne l'a même pas contacté. Ensemble, ils ont fait le tour de l'école, cherchant à l'intérieur et autour du bâtiment, mais la jeune fille était introuvable. Au bout d'un moment, sa mère décida de rentrer chez elle, espérant que Riley y serait retourné. Hélas, elle n'y était pas non plus. Après avoir attendu un peu plus longtemps, elle a décidé d'aller voir la police. Entre-temps, le père de la jeune fille était arrivé à Berkeley Springs et s'était mis à la recherche de sa fille. Il a parcouru la petite ville en voiture, demandant aux gens qu'il rencontrait s'ils avaient vu Riley. Avec une population d'un peu plus de 600 habitants, la plupart des résidents se connaissaient. L'un des adolescents du quartier a déclaré l'avoir vu marcher dans la rue. Malheureusement, cette information n'a pas aidé à retrouver Riley, et les enquêteurs ont pensé que le garçon s'était simplement trompé. La police a rapidement entamé des recherches, interrogeant toutes les personnes que la jeune fille connaissait. Aucun de ses amis n'avait vu Riley ce jour-là, ni ne s'était présenté à l'école. Dans le même temps, plusieurs enseignants ont noté qu'elle était présente dans leur classe. Cela a d'abord induit les inspecteurs en erreur, mais les choses se sont vite éclaircies. Ces enseignants n'avaient tout simplement pas remarqué l'absence de la jeune fille et l'avaient signalée.
À partir de conversations avec des connaissances de Riley, la police a commencé à reconstituer la chronologie des événements. Ils ont découvert que le soir du 7 mai, la jeune fille était au téléphone avec son petit ami jusqu'à 22h30 et qu'elle a répondu aux messages de ses amis sur les médias sociaux jusqu'à minuit. Ce qui suit est très étrange. À 5h40, Riley a appelé son petit ami par liaison vidéo, mais celui-ci dormait et n'a pas répondu. Les inspecteurs ont immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Riley essayait-elle de le contacter à une heure aussi matinale? La mère de la jeune fille lui a assuré que Riley ne s'enfuirait jamais de chez elle. Elle n'avait tout simplement aucune raison de le faire. Étant donné qu'elle était l'aînée de la famille, sa mère la traitait avec beaucoup de douceur, ne lui interdisait presque jamais de sortir avec des amis ou un petit ami, lui permettait de se rendre à tout moment chez son père, dans une autre ville, et ne contrôlait généralement pas ses moindres faits et gestes. La seule chose, c'est que Riley l'informait toujours de ses projets et lui demandait la permission. Étant donné que la jeune fille n'avait que 15 ans au moment de sa disparition, elle n'avait pas de permis de conduire et ne pouvait donc pas non plus quitter la ville seule en voiture. Cela indique une fois de plus que la version d'une évasion semble peu probable. Les inspecteurs ont donc privilégié la thèse de l'enlèvement. Le soir même où la mère de Riley a contacté les forces de l'ordre, celles-ci se sont mises à la recherche de la jeune fille. Les policiers ont fouillé l'école et ses environs et ont ratissé la ville. Ils ont rapidement été rejoints par des bénévoles de la communauté qui se souciaient de Riley. Comme c'est généralement le cas, les habitants de ces petites villes pensaient que rien de tel ne pouvait leur arriver. La police a rapidement décidé de fouiller la chambre de Riley et y a trouvé la première preuve macabre, sur un oreiller et des draps, elle a découvert de petites taches de sang. Ils envoient immédiatement les objets à un laboratoire, où des experts effectuent un test ADN et déterminent que le sang appartient à Riley. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris que quelque chose de vraiment terrible était arrivé à la jeune fille. Si sa famille avait espéré jusqu'au bout que Riley était parti quelque part de sa propre initiative, après la découverte du sang, ses espoirs ont été anéantis. Il convient ici de préciser pourquoi la mère n'a pas remarqué de traces de sang lorsqu'elle a examiné la chambre de sa fille quelques heures plus tôt. Le lit était fait et il ne lui était pas venu à l'esprit de soulever la couverture. Cette constatation n'indique pas seulement que la fillette a vraisemblablement été agressée. Tout s'était passé dans sa maison et il incombait à la police de trouver le coupable. Après la découverte des traces de sang, les recherches se sont intensifiées. Dans les jours qui ont suivi, d'autres volontaires ont rejoint la police. Des dizaines de personnes ont également fourni divers équipements susceptibles d'être utiles lors de l'examen de la zone. À un moment donné, les inspecteurs ont même dû demander au public de cesser de transporter du matériel parce qu'il y en avait déjà trop. En outre, la police a donné à plusieurs reprises des conférences de presse pour faire connaître l'affaire au grand public. Il y a toujours un risque que quelqu'un ait remarqué quelque chose d'étrange, ait entendu des conversations suspectes ou soit tombé sur des preuves potentielles. Il était donc important que la police informe tous les habitants du comté de l'existence de Riley. Au bout d'un certain temps, la police locale a été rejointe par le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et la police de l'État. Ensemble, ils ont continué à chercher la jeune fille disparue, mais sans résultat. Le 15 mai, les forces de l'ordre ont décidé de faire appel à des forces supplémentaires et ont organisé des recherches à grande échelle, couvrant une zone de plusieurs kilomètres autour de la ville. Le lendemain matin, elles ont annoncé qu'elles avaient réussi à retrouver le corps de Riley Crossman. Il se trouvait à environ 40 minutes de Berkeley Springs, près d'une route de campagne, au sommet d'une petite montagne. Les inspecteurs ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un accident. Il semblait que l'auteur inconnu essayait de cacher le corps le plus loin possible des regards indiscrets. Les médecins légistes ont examiné le corps et confirmé qu'il s'agissait bien de Riley. Mais ils n'ont pas pu déterminer la cause du décès en raison de la décomposition importante. C'est très étrange, car cela fait un peu plus d'une semaine que la jeune fille a disparu. Apparemment, le tueur avait fait quelque chose au corps. Les enquêteurs ont remarqué plusieurs autres choses étranges. Tout d'abord, la jeune fille ne portait qu'une seule chaussure, et ils n'en ont pas trouvé d'autres dans les environs. Deuxièmement, ils ont conclu que l'auteur inconnu avait changé ses vêtements, car il disposait d'informations selon lesquelles la jeune fille était censée porter des leggings et un sweatshirt, alors que lorsqu'ils l'ont trouvée, elle était vêtue d'un short. Ils ont également trouvé des traces de lait de chaux ou de plâtre sur ses vêtements. La police a requalifié l'affaire en homicide et devait maintenant trouver l'auteur du crime. Ils réinterrogent tous les parents et connaissances de Riley et remarquent une chose étrange, le témoignage d'Andy M.C. Collet, le colocataire de Chantel, ne correspond pas à l'histoire d'un autre homme, Andy, qui travaillait sur un chantier de construction dans la ville voisine d'Edgesville. Il a d'abord déclaré à la police que le 8 mai, jour de l'anniversaire de Riley, il n'avait pas quitté son lieu de travail du matin jusqu'à la fin de l'après-midi.
Cependant, ce même jour, vers 10 heures, son voisin a remarqué une camionnette Dodge verte devant leur maison. Le voisin savait que cette voiture n'appartenait ni à Andy ni à Chantal. De plus, le permis de conduire d'Andy avait été temporairement retiré. Dans ces conditions, le voisin a demandé à Chantal ce que faisait cette voiture devant leur maison, mais la femme n'était pas au courant. Après que toute la ville a été informée de la disparition de Riley, la voisine a décidé de faire part de cette observation à la police. Les inspecteurs interrogent à nouveau Andy. Ils déterminent que le véhicule en question appartient à l'un de ses collègues et que l'homme ne l'a jamais conduit auparavant. Le propriétaire de la camionnette venait souvent chercher Andy le matin pour le conduire au travail. Lorsqu'il a appris que la police était au courant de ses déplacements ce jour-là, Andy a changé sa déclaration. Il a déclaré qu'il avait en fait pris la camionnette et l'avait conduite pour acheter des substances illicites qu'il avait emportées avec un collègue sur le chantier de construction plus tard dans la journée. Quelque temps plus tard, il a de nouveau changé sa déclaration et a dit qu'il était allé chez lui chercher les substances, puis qu'il était retourné au travail. Tout cela semblait déjà très étrange, mais les détectives ont fait des découvertes encore plus effrayantes. Pour commencer, ils ont parlé à la mère de Riley et lui ont demandé de se rappeler si elle avait remarqué des bizarreries dans le comportement de son colocataire. Elle leur a alors raconté que le 8 mai, jour de la disparition de sa fille, Andy s'était effectivement comporté de manière suspecte. Lorsqu'il est rentré chez lui ce soir-là, Chantal lui a parlé de la disparition de Riley. L'homme a immédiatement déclaré qu'il allait partir à sa recherche, a enfourché sa bicyclette et est parti. Cependant, lorsque la femme est rentrée chez elle après ses recherches, elle a trouvé Andy endormi sur le canapé comme si rien ne s'était passé. Ce comportement était très étrange. Tous les proches de Riley avaient parcouru les rues jusque tard dans la nuit, aidés par des habitants inquiets, alors qu'Andy s'était simplement endormi comme si de rien n'était. De plus, un jour après la disparition de la jeune fille, Chantal a appelé Andy et a enregistré la conversation. Malheureusement, le contenu de la conversation n'a pas été divulgué. Tout ce que l'on sait, c'est que Chantal se méfiait déjà d'Andy à ce moment-là et qu'elle a fait le lien avec son addiction aux substances illicites. La police s'est ensuite entretenue avec le collègue d'Andy et a découvert qu'en fait, les deux hommes avaient été absents du travail de 9h à 14h environ. En outre, le collègue a déclaré qu'il pensait qu'Andy avait des substances interdites sur lui au départ, et qu'il n'avait donc aucune raison d'aller les chercher quelque part. Les inspecteurs ont ensuite recherché la Dodge verte et ont trouvé une grande tache de plâtre séché dans le coffre. Les analyses médico-légales ont montré qu'il s'agissait de la même substance que celle trouvée sur les vêtements de Riley. Les enquêteurs ont également conduit des chiens d'assistance à la camionnette, qui ont détecté une odeur mortelle dans le coffre. Ils ont également trouvé dans la voiture des boulons très spécifiques, qui sont rarement utilisés. 2 de ces boulons ont été retrouvés près du corps de Riley. La police a rapidement trouvé une autre incohérence dans la déclaration d'Andy. Elle a examiné les images des caméras des localités voisines et a constaté que le 8 mai, l'homme ne se trouvait qu'à quelques kilomètres de l'endroit où le corps de Riley a été retrouvé plus tard. Il a été filmé par les caméras des stations-service et par plusieurs caméras de circulation. Tout cela était très étrange. Andy n'avait pas de permis de conduire, il était généralement pris en charge par d'autres personnes et se déplaçait à vélo, mais ce jour-là, pour une raison quelconque, il a pris la voiture de quelqu'un d'autre et l'a conduite pendant une demi-journée sur des itinéraires inconnus. Un autre collègue a déclaré à la police que le 8 mai, Andy lui avait demandé 3 sacs de chantier. Les inspecteurs ont également été contactés par un ancien collègue d'Andy qui a raconté une histoire encore plus effrayante. Il a déclaré qu'il ne s'était jamais entendu avec lui, mais qu'entre 2 et 4 heures du matin le 8 mai, Andy l'avait appelé des dizaines de fois et lui avait envoyé tout un tas de messages. Il était paniqué et disait qu'il avait besoin de se cacher avec quelqu'un tout de suite. Andy a expliqué qu'il était en possession de substances illicites et qu'il avait peur de se faire prendre. Cet ancien collègue ne l'a pas laissé entrer cette nuit-là, mais il a ensuite rapporté l'histoire à la police. Pour sa défense, l'homme a déclaré qu'il avait pris des substances illicites cette nuit-là, qu'il avait remarqué une voiture de police garée non loin de chez lui et qu'il avait paniqué. Sauf que le service de police a vérifié cette information et a constaté qu'aucune de ces voitures ne se trouvait dans cette zone. Cela signifie que l'histoire d'Andy n'était qu'un mensonge. Tous ces éléments ont suffi à la police pour arrêter Andy le lendemain de la découverte du corps et l'inculper de meurtre. L'homme ayant nié sa culpabilité, l'affaire a été portée devant les tribunaux. L'affaire est restée au point mort pendant plus de 2 ans, le procès ne s'étant ouvert que le 27 septembre 2021. Cette situation est due au coronavirus et aux restrictions qui lui sont associées, ainsi qu'aux particularités du système judiciaire américain, où de tels retards sont la norme. Néanmoins, des détails encore plus horribles de l'affaire sont apparus au cours du procès. Tout d'abord, Chantal, dans son discours, a fourni un détail troublant sur la soirée du 7 mai.
Cet après-midi-là, elle était rentrée du travail à 22h et Andy était endormi sur le canapé. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, l'homme s'est immédiatement réveillé. En voyant ses yeux, Chantel a immédiatement pensé qu'il avait pris des substances illicites. Andy avait déjà consommé des drogues puissantes et avait même un casier judiciaire pour possession, ce que la femme savait pertinemment. Par ailleurs, l'accusation a révélé des informations sur des messages inquiétants envoyés depuis le téléphone de Riley peu avant sa disparition. Le 7 mai à 23h, la jeune fille a envoyé un SMS à son petit ami pour lui dire qu'Andy venait d'entrer dans sa chambre. 12 minutes plus tard, elle a envoyé un autre message dans lequel elle écrivait qu'elle avait peur. Elle ne l'a plus jamais contacté. Malheureusement, Eden était déjà couché à l'époque et n'a pas vu ces messages. Au matin, ils avaient déjà été effacés. Lors du procès, il a également déclaré qu'Andy était entré à plusieurs reprises dans la chambre de Riley cette nuit-là. La jeune fille était en train de chatter par vidéo avec son petit ami et Eden pouvait l'entendre entrer dans la pièce. Andy lui a demandé de faire la vaisselle et a parlé d'autres choses banales, mais Riley avait clairement peur de lui. Elle a demandé à Guy de ne pas s'évanouir pendant qu'Andy était dans sa chambre. Il est également ressorti du procès qu'Andy avait appelé Riley à plusieurs reprises vers 3h du matin, mais qu'elle ne décrochait pas le téléphone et qu'à la troisième fois, elle avait bloqué son numéro. Tout cela était très effrayant et incompréhensible. Selon la version de l'accusation, Andy a passé ses appels pour voir si Riley communiquait avec son petit ami à ce moment-là. Plus tard, les enregistrements de ces appels ont été effacés des deux téléphones, mais l'opérateur de téléphonie mobile les a conservés. Malgré tout, l'accusation ne disposait d'aucune preuve indiquant ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils ont émis l'hypothèse qu'Andy avait tué Riley tard dans la nuit, qu'il avait attendu le matin et qu'il s'était rendu au travail en voiture. Il a ensuite emprunté la voiture d'un collègue, s'est rendu à la maison, a récupéré le corps et l'a emmené dans un endroit isolé. Il a ensuite effacé l'historique des messages et des appels de son téléphone et s'en est débarrassé. Il est également apparu au procès que la propre mère de Chantel et d'Andy n'était pas seulement au courant de l'addiction de ce dernier aux substances illicites. Elle savait également que sous leur influence, l'homme devenait agressif et dangereux. La dernière audience s'est tenue le 5 octobre 2021. Malgré le fait que toutes les preuves disponibles étaient circonstancielles et ne reliaient pas directement Andy au meurtre, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. La possibilité d'une libération conditionnelle a été envisagée. Les avocats d'Andy ont demandé à ce que leurs clients puissent bénéficier de cette possibilité au bout de 15 ans, mais le juge a finalement opté pour la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le juge a prononcé la sentence, Andy n'a montré aucune émotion. Il avait également semblé détaché et indifférent lors des audiences précédentes. Apparemment, il s'était résigné à l'inévitable. Mais qu'en est-il du mobile ? En raison du degré de décomposition, les experts n'ont pas pu établir si Riley avait subi des sévices. C'est pourtant l'option la plus évidente, même si le tribunal n'a pas pu la prouver. Cette histoire a été largement couverte par les médias américains et les avis sont partagés. Certains attribuent une partie de la responsabilité à la mère de la fillette, qui a accueilli chez elle un toxicomane condamné et a fondé une famille avec lui. Lors du procès, elle a assuré qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'Andy pourrait nuire à ses enfants. D'autres ont défendu la mère, estimant qu'elle n'aurait pas pu prévoir une telle issue. Elle avait 2 emplois la plupart du temps pour nourrir sa famille et n'avait peut-être même pas le temps de penser à l'impact de ses décisions sur ses enfants. Ce qui n'est pas clair, c'est le moment de cet appel vidéo passé à 5h30 du matin depuis le téléphone de Riley Hayden. La jeune fille était-elle encore en vie à ce moment-là ou Andy a-t-il passé cet appel pour faire échouer l'enquête plus tard ? Pensez-vous que Chantel devrait être blâmée pour cette situation ? Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. À bientôt. Et merci d'avoir regardé.